L'accident laisse derrière lui une atmosphère lourde, presque irréelle, comme si le temps avait hésité avant de reprendre son cours normal. Pablo, encore secoué par la violence du choc, a du mal à relier les images qui s'entrechoquent dans sa mémoire. Le bruit du métal, la sensation de basculer, la peur instinctive qui traverse le corps avant même que l'esprit n'analyse le danger. Pourtant, contre toute attente, le verdict médical se révèle presque incompréhensible tant il paraît clément. Une simple douleur à la cheville, rien qui puisse justifier l'ampleur de la panique qui a saisi son entourage. Caroline, elle, ne parvient pas à s'apaiser aussi facilement. Son corps continue de trembler alors même que le danger est passé. Elle rejoue sans cesse la scène dans son esprit, se demandant ce qui aurait pu se produire si l'issue avait été différente, si la trajectoire avait été légèrement déviée, si la chance n'avait pas été au rendez-vous. Cette quasi-perte agit comme un révélateur brutal de la fragilité de leur équilibre. Pablo tente de la rassurer, minimise ses douleurs, adopte un ton presque léger pour dissiper l'angoisse, mais au fond de lui subsiste un trouble qu'il ne sait pas formuler. Il a frôlé quelque chose d'irréversible, et cette proximité avec le pire laisse une trace invisible. Dans ce climat encore chargé d'émotions, Hugo refuse de s'en tenir à la version simpliste d'un accident isolé. Son intuition lui souffle qu'il manque des pièces au puzzle, que les circonstances entourant Martin et son environnement méritent d'être examinées avec plus d'attention. Il se rend auprès de Caroline avec une détermination mesurée et lui demande les clés de la maison de Martin à Lyon, convaincu que certains éléments matériels pourraient éclairer la situation. Caroline, bien qu'épuisée, accepte de lui faire confiance. Elle lui remet les clés ainsi que les coordonnées de plusieurs connaissances susceptibles de fournir des informations complémentaires, comme si transmettre ces fragments de vie constituait une manière de participer elle-même à la recherche de vérité. Le trajet vers Lyon se déroule dans une tension contenue. Baker, installé aux côtés d'Hugo, ne cache pas son impatience face à la prudence du conducteur, soulignant qu'il pourrait gagner du temps en accélérant. Hugo, toutefois, privilégie la réflexion à la précipitation. Il sait que la vérité ne se laisse pas arracher par la vitesse, qu'elle exige méthode et lucidité. Une fois arrivé à la maison de Martin, il découvre un lieu figé, presque intact, où chaque objet semble à sa place sans pour autant livrer de secrets évidents. L'exploration minutieuse des pièces ne révèle rien d'immédiatement compromettant. Seul l'ordinateur est saisi comme élément potentiellement déterminant, laissant planer l'idée que les réponses se dissimulent peut-être dans des données invisibles à l'œil nu. Malgré l'apparente absence de découvertes spectaculaires, un sentiment persistant subsiste, quelque chose d'essentiel échappe encore à leur compréhension. Pendant que l'enquête avance à Lyon dans une atmosphère studieuse, la tension atteint un tout autre niveau à la ferme de Ludo. L'arrivée d'Alex, accompagné d'un gardien de la paix, transforme le quotidien rural en scène d'investigation officielle. Alex ne dissimule pas ses soupçons, son regard est chargé d'une conviction déjà presque arrêtée. Ludo accueille les policiers avec un mélange de surprise et de confiance, persuadé que la situation pourra être clarifiée par des explications simples et factuelles. Il reconnaît avoir acheté un flacon d'alcool à brûler afin de traiter les pucerons qui menaçaient ses cultures, précisant qu'il ne l'a même pas encore utilisé. Ce détail, qui aurait pu rester anodin, prend soudain une dimension dramatique lorsque Ludo tente de retrouver le flacon pour appuyer ses propos et qu'il constate sa disparition. Il fouille méthodiquement les étagères, ouvre les placards, retourne les contenants, mais l'objet reste introuvable. L'absence matérielle devient une présence écrasante. Dans le silence tendu qui s'installe, Alex observe sans intervenir, comme si cette disparition confirmait une hypothèse qu'il nourrissait déjà. Pour lui, la cohérence des éléments s'impose. L'achat du produit inflammable, l'incendie du safran, la possibilité d'une indemnisation par l'assurance. Le scénario d'un geste désespéré destiné à renflouer une situation financière fragile semble s'imposer. Ludo, de son côté, ressent une forme d'injustice brutale. Il mesure soudain la difficulté de prouver son innocence lorsque les circonstances s'alignent contre lui. Il n'a pas incendié son exploitation, il n'a pas sacrifié le fruit de son travail, mais l'absence du flacon transforme sa défense en paroles fragiles face à des soupçons concrets. Le départ vers le commissariat se fait dans une atmosphère lourde, presque irréelle. Le paysage familier qu'il aperçoit par la fenêtre du véhicule de police lui semble soudain étranger, comme si son monde se fissurait sous le poids d'une accusation qu'il ne parvient pas à dissiper. Au même moment, Elodie lutte contre ses propres inquiétudes. Elle confie à son père William ses doutes quant à l'avenir de la ferme, consciente que la stabilité financière est précaire et que chaque coup dur pourrait être fatal. L'annonce de l'arrestation de Ludo, rapportée par Rémi, agit comme un choc supplémentaire. Elle comprend immédiatement que la situation dépasse le simple malentendu et qu'une réaction rapide s'impose.
Animée par un mélange de loyauté et de conviction, elle se rend au commissariat avec l'intention d'apporter un élément susceptible de changer le cours des choses. Devant Alex, Elodie affirme que Ludo n'est pas responsable de l'incendie et désigne un autre homme, Léo Prévost, l'ex-mari de son associé. Elle explique que Léo aurait reconnu les faits auprès de Pauline, insinuant ainsi l'existence d'un aveu indirect. Son intervention introduit une nouvelle piste, capable de bouleverser l'équilibre de l'enquête. Toutefois, Alex accueille ces déclarations avec prudence. Une accusation ne suffit pas à elle seule à renverser une conviction déjà étayée par des indices matériels. La crédibilité du témoignage dépend désormais de Pauline, seule capable de confirmer ou d'infirmer ses propos. Ainsi, la situation se retrouve suspendue à une parole à venir. Si Pauline confirme l'aveu, l'enquête pourrait basculer et Ludo retrouver une chance de se défendre autrement. Si elle nie, la version d'Elodie perdra sa force, laissant Ludo face à des soupçons renforcés. Cette fragilité de la vérité met en lumière la complexité des rapports humains, où loyauté, rancœur et silence influencent le destin de chacun. En parallèle, une intrigue plus discrète mais tout aussi préoccupante prend forme autour de Martin et de son environnement professionnel. Baker découvre que la société de Martin a déjà été soupçonnée de trafic de pièces détachées, une affaire classée sans suite mais dont l'ombre subsiste. Cette information nourrit l'idée que l'accident et les événements récents pourraient s'inscrire dans un contexte plus large, dépassant la simple coïncidence. Étienne Janson, supérieur de Martin, entre en contact avec un homme aux cheveux gris dans un échange empreint de tension. Leur conversation évoque explicitement une clé USB, présentée comme un élément central d'un plan encore obscur. L'homme affirme disposer d'une stratégie visant à amener Caroline et son entourage à livrer eux-mêmes cet objet, révélant une manipulation méthodique et froide. L'importance accordée à cette clé suggère qu'elle contient des données sensibles capables d'exposer des pratiques compromettantes. À mesure que la journée s'achève, chaque personnage se retrouve confronté à une forme d'incertitude. Pablo doit apprivoiser la conscience nouvelle de sa vulnérabilité. Caroline lutte contre l'angoisse persistante que quelque chose d'invisible menace encore son équilibre. Ludo se retrouve enfermé dans une spirale judiciaire qu'il n'a pas anticipée. Elodie mise sur une vérité fragile pour tenter de le sauver. Et, dans l'ombre, la clé USB cristallise un enjeu dont les répercussions pourraient dépasser largement le cadre d'un simple accident ou d'un incendie. La tension, désormais installée sur plusieurs fronts, annonce un affrontement où la vérité ne sera pas seulement une question de preuve, mais aussi de courage et de fidélité. Au commissariat, l'atmosphère se densifie autour de Ludo à mesure que les heures passent. L'interrogatoire ne prend pas la forme d'un affrontement spectaculaire, mais d'un lent étau qui se resserre. Alex expose méthodiquement les éléments accumulés, l'achat du flacon d'alcool à brûler, la situation financière fragile de l'exploitation, la possibilité d'une indemnisation conséquente en cas d'incendie. Chaque argument est présenté avec un calme presque clinique, comme si la conclusion s'imposait d'elle-même. Ludo tente de maintenir une cohérence dans ses réponses. Il explique, précise, contextualise. Il parle des pucerons, des traitements naturels, de ses difficultés, mais aussi de son attachement viscéral à sa terre. Pour lui, le safran n'est pas seulement une culture rentable, c'est un engagement, une identité, un combat quotidien. L'idée même d'y mettre le feu lui paraît absurde. Pourtant, plus il cherche à convaincre, plus il perçoit le doute dans le regard d'Alex. Ce qui pèse le plus lourd reste la disparition du flacon. Cette absence devient une pièce centrale du raisonnement policier. Si le produit n'a jamais été utilisé, pourquoi a-t-il disparu? S'il n'a servi qu'à traiter les cultures, pourquoi ne peut-on pas en retrouver la trace? Alex ne formule pas d'accusation directe à chaque phrase, mais laisse planer l'idée que la panique aurait pu pousser Ludo à commettre l'irréparable. La pression financière, l'épuisement, la peur de l'échec constituent un terrain fertile pour un geste désespéré. Ludo sent monter en lui une colère mêlée d'impuissance. Il ne peut pas prouver l'inexistence d'un acte qu'il n'a pas commis. Cette situation crée un vertige moral. Être accusé d'un crime que l'on n'a pas imaginé revient à devoir défendre son propre caractère, sa propre intégrité. Il réalise que sa parole seule ne suffit plus, qu'elle doit être soutenue par des faits concrets qu'il ne maîtrise plus. Pendant ce temps, Elodie attend dans le couloir du commissariat, mesurant la gravité de sa décision. En désignant Léo Prévost, elle a déplacé le centre de gravité de l'enquête. Elle n'a pas agi par vengeance, du moins pas uniquement. Elle est convaincue que Ludo n'a pas pu commettre un tel acte. Mais cette conviction repose sur un élément fragile, ce qu'elle croit savoir d'une conversation entre Léo et Pauline. Lorsque Pauline est convoquée, l'équilibre devient encore plus précaire. La jeune femme pénètre dans le bureau avec une retenue visible.
Elle comprend immédiatement que ses paroles auront des conséquences. Alex l'interroge avec précision, cherchant à vérifier l'existence d'un aveu. Pauline écoute, marque un temps d'arrêt, puis affirme qu'aucune confession ne lui a été faite. Elle nie avoir entendu Léo reconnaître quoi que ce soit. Cette réponse, posée avec une apparente assurance, fragilise instantanément la version d'Élodie. Le témoignage qui devait ouvrir une brèche se referme brutalement. Alex observe attentivement Pauline, tentant de déceler une hésitation, un tremblement, un signe de mensonge. Mais rien d'évident n'apparaît. La situation se complique davantage. Soit Élodie s'est trompée, soit Pauline protège quelqu'un. Élodie, informée du démenti, ressent un choc profond. Elle ne comprend pas ce revirement. Elle repense aux paroles échangées, aux sous-entendus, au silence. A-t-elle interprété des confidences ambiguës comme un aveu formel? Ou bien Pauline choisit-elle de préserver Léo, malgré la gravité des soupçons? Cette incertitude crée une fissure dans la certitude qui l'animait. Ludo, de son côté, apprend que la piste Léo s'effondre partiellement. Il réalise que sa liberté dépend désormais d'éléments extérieurs qu'il ne contrôle pas. La perspective d'une garde à vue prolongée, voire d'une mise en examen, se dessine comme une menace tangible. Le commissariat devient un espace clos où le temps s'étire, où chaque minute amplifie la sensation d'injustice. Parallèlement, l'enquête autour de Martin prend une dimension plus inquiétante. Baker informe Hugo que la société dirigée par Martin a déjà été accusée de trafic de pièces détachées, une affaire officiellement classée sans suite. Cette information suggère que les activités professionnelles de Martin pourraient être moins transparentes qu'il n'y paraît. L'accident de Pablo cesse d'être un événement isolé pour devenir peut-être l'écho d'un conflit plus vaste. Dans un bureau à l'écart, Étienne Janson poursuit ses échanges avec l'homme aux cheveux gris. Leur dialogue, discret mais chargé de tension, tourne autour d'une clé USB dont l'importance semble capitale. Janson insiste sur la nécessité de la récupérer rapidement, évoquant le risque que certaines informations tombent entre de mauvaises mains. L'homme aux cheveux gris affirme disposer d'un plan subtil pour parvenir à ses fins. Il ne s'agirait pas de voler l'objet, mais de pousser Caroline et son entourage à le remettre volontairement. Cette stratégie révèle une manipulation sophistiquée, où la psychologie des protagonistes devient une arme. Plutôt que d'affronter directement Hugo ou Baker, il s'agit de créer une situation dans laquelle les détenteurs de la clé croiront agir de leur propre initiative. Cette approche indirecte témoigne d'un jeu d'influence où chaque mouvement est anticipé. À la ferme, l'absence de Ludo pèse lourdement. Le silence des champs contraste avec l'agitation intérieure d'Élodie. Elle se retrouve à gérer seule les tâches quotidiennes tout en portant le poids d'une accusation publique. Les regards des voisins, les rumeurs potentielles, la fragilité économique de l'exploitation accentuent son sentiment d'isolement. Elle mesure à quel point la réputation d'un agriculteur peut être détruite en quelques heures. Caroline, quant à elle, oscille entre le soulagement d'avoir retrouvé Pablo sain et sauf et l'angoisse d'une menace invisible. Elle ignore encore la portée exacte de la clé USB évoquée par Janson, mais elle pressent que l'accident ne constitue pas un simple hasard. Chaque élément semble désormais relié à un réseau plus vaste de secrets et d'intérêts dissimulés. Ainsi, au fil de cette journée, les lignes de fracture se multiplient. Ludo lutte contre une accusation qui repose sur une absence matérielle. Élodie voit son initiative remise en question par le silence de Pauline. Alex doit naviguer entre convictions personnelles et preuves tangibles. Hugo et Baker s'approchent d'un pan caché des activités de Martin, tandis qu'en coulisses, Janson et son complice peaufinent un plan centré sur une clé USB dont le contenu pourrait bouleverser bien plus qu'une simple enquête. La tension ne se résume plus à un incendie ou à un accident. Elle devient systémique, infiltrant chaque relation, chaque décision, chaque silence. Et dans cet enchevêtrement de soupçons et de stratégies, chacun comprend que la vérité, lorsqu'elle émergera, ne laissera personne indemne. À mesure que l'enquête avance sur plusieurs fronts, une sensation diffuse d'emboîtement inquiétant commence à se dessiner. Rien n'est encore clairement relié, mais chaque élément semble graviter autour d'un noyau invisible, comme si un mécanisme plus vaste était à l'œuvre derrière les apparences fragmentées des événements. À Lyon, Hugo et Baker poursuivent l'exploration méthodique des données récupérées sur l'ordinateur de Martin. Les fichiers sont nombreux, classés avec une rigueur presque excessive, comme si leur propriétaire avait voulu donner l'image d'une transparence irréprochable. Pourtant, certaines incohérences attirent l'attention. Des échanges professionnels effacés partiellement, des dossiers compressés dont l'accès nécessite des mots de passe inconnus, des correspondances chiffrées avec des interlocuteurs non identifiés. Rien d'illégal au premier regard, mais une accumulation de détails qui suscite la méfiance. Hugo observe les métadonnées, les dates de modification, les connexions établies à des horaires inhabituels.
Il ne parle pas beaucoup, mais son silence est celui d'un esprit qui assemble progressivement les pièces d'un schéma encore incomplet. Baker, plus direct, évoque ouvertement la possibilité que l'accident de Pablo ne soit pas une coïncidence, mais la conséquence indirecte d'activités professionnelles douteuses. La mention du trafic de pièces détachées, bien que classée sans suite, plane comme une ombre persistante. Un dossier clos administrativement n'efface pas nécessairement les pratiques qui l'ont fait naître. Pendant ce temps, à Montpellier, Caroline tente de retrouver une forme de normalité. Elle veille sur Pablo avec une attention presque excessive, comme si la proximité du danger avait réveillé une vigilance maternelle accrue. Elle remarque cependant chez lui un changement subtil. Il ne parle pas de l'accident avec désinvolture, contrairement à ce qu'il affiche en surface. Par moments, son regard se perd, comme s'il cherchait à reconstituer une séquence manquante. Ce trouble discret alimente chez Caroline une inquiétude qu'elle ne parvient pas à formuler clairement. Elle ignore encore que son nom circule dans des conversations dont elle ne soupçonne pas l'existence. Dans un bureau à l'écart, Étienne Janson s'entretient de nouveau avec l'homme aux cheveux gris. Leur échange gagne en intensité à mesure que la question de la clé USB revient au centre de leurs préoccupations. Il ne s'agit pas d'un simple support de stockage, mais d'un objet stratégique. Janson insiste sur l'urgence de sa récupération, soulignant que certains fichiers ne doivent pas être consultés par des tiers. L'homme aux cheveux gris expose alors plus clairement sa méthode. Plutôt que de forcer la main ou de prendre le risque d'un vol, il propose de créer une situation où Caroline, poussée par la peur ou par le désir de protéger Pablo, déciderait elle-même de remettre la clé à la personne qu'ils désigneront. Cette stratégie repose sur une compréhension fine des réactions humaines. Face à une menace ciblée, l'instinct de protection peut conduire à des décisions précipitées. La manipulation envisagée n'est pas brutale, elle est psychologique. Au commissariat, la situation de Ludo reste suspendue à l'évaluation des éléments disponibles. Alex examine les rapports techniques sur l'origine de l'incendie. Les premières conclusions ne permettent pas d'affirmer avec certitude qu'il s'agit d'un acte volontaire, mais l'hypothèse d'une intervention humaine demeure plausible. L'absence du flacon d'alcool à brûler continue de peser lourdement dans l'analyse. Pour Alex, ce détail renforce l'idée que quelqu'un a cherché à effacer une trace compromettante. Toutefois, le démenti de Pauline introduit une zone d'incertitude. Si Léo n'a jamais reconnu quoi que ce soit, pourquoi Elodie aurait-elle pris le risque de le désigner publiquement? Alex ne peut ignorer la possibilité d'un conflit personnel ou d'un règlement de compte. Mais il perçoit aussi la sincérité dans la détresse d'Elodie. Cette ambiguïté l'oblige à maintenir l'enquête ouverte sur plusieurs hypothèses. Ludo, de son côté, commence à ressentir les effets psychologiques de la suspicion. Il repense aux jours précédant l'incendie, aux conversations anodines, aux présences inhabituelles près de la ferme. Chaque détail devient potentiellement significatif. Il se demande si quelqu'un aurait pu pénétrer sur son exploitation, déplacer le flacon, provoquer l'incendie dans le but de le compromettre. Cette idée, d'abord lointaine, prend progressivement corps. Être victime d'un piège lui paraît soudain moins absurde que l'image d'un homme prêt à détruire son propre travail. Elodie, quant à elle, s'interroge sur Pauline. Elle analyse leurs échanges passés, tente de comprendre ce qui a pu motiver son silence. La loyauté envers Léo peut expliquer ce refus de confirmer l'aveu, mais elle n'exclut pas non plus la peur. Si Léo est impliqué dans quelque chose de plus vaste, parler pourrait exposer Pauline à des conséquences imprévisibles. Cette hypothèse renforce la complexité de la situation. La vérité n'est peut-être pas seulement une question de courage, mais aussi de sécurité personnelle. À Lyon, Hugo identifie enfin un élément intrigant dans les fichiers de Martin, une référence cryptée à un périphérique externe connecté régulièrement à l'ordinateur, sans qu'aucune copie visible des données correspondantes ne soit stockée sur le disque dur. Cette mention suggère l'existence d'un support amovible contenant des informations non archivées localement. Baker comprend immédiatement la portée de cette découverte. Si la clé USB évoquée par Janson correspond à ce périphérique, son contenu pourrait révéler des transactions ou des correspondances absentes des dossiers officiels. La convergence entre les soupçons financiers et la disparition matérielle du flacon chez Ludo commence à dessiner une trame plus large. Rien ne relie encore directement les deux affaires, mais la coexistence de manipulations possibles sur plusieurs plans nourrit l'idée qu'un réseau d'intérêts pourrait être en jeu. L'accident de Pablo, l'incendie du Safran, les activités ambiguës de Martin, la clé USB, autant de pièces qui, assemblées, pourraient former une structure cohérente. Au crépuscule, chaque protagoniste se retrouve confronté à une part d'incertitude qu'il ne peut plus ignorer. Caroline veille sur Pablo en tentant de repousser l'idée d'une menace ciblée.
Ludo se prépare à défendre son honneur face à une accusation qui pourrait détruire sa réputation. Elodie s'accroche à une vérité fragile, consciente que son initiative peut se retourner contre elle. Alex navigue entre intuition et preuves insuffisantes. Hugo et Baker s'approchent d'un secret professionnel susceptible d'éclairer l'ensemble. Et dans l'ombre, Janson et son complice poursuivent patiemment la mise en place d'un plan destiné à manipuler les peurs et les réflexes de protection. L'enjeu ne réside plus uniquement dans la résolution d'un incendie ou la clarification d'un accident, mais dans la maîtrise d'informations capables de compromettre des intérêts plus vastes. La tension s'étend désormais au-delà des individus, infiltrant les structures mêmes qui relient leurs existences. Chaque geste, chaque silence, chaque hésitation prend une dimension stratégique. La vérité, encore dissimulée, semble prête à émerger, mais son apparition promet d'ébranler bien davantage que les certitudes déjà fragiles de ceux qui cherchent à la saisir. La nuit qui tombe sur Montpellier n'apaise rien, elle amplifie au contraire les tensions accumulées au fil de la journée. Au commissariat, Ludo est placé en cellule dans l'attente de nouvelles décisions. L'espace réduit, l'éclairage blafard et l'absence de repères familiers agissent comme un révélateur brutal de sa vulnérabilité. Lui qui a toujours vécu au rythme des saisons et du travail en plein air se retrouve enfermé entre quatre murs, réduit à un statut de suspect. Cette bascule psychologique est plus douloureuse que les accusations elles-mêmes. Il repense à chaque instant précédant l'incendie, fouille sa mémoire avec une précision presque obsessionnelle. Les jours précédents, il avait remarqué des traces inhabituelles près des parcelles, mais il les avait attribuées à des passages anodins. Désormais, ces détails prennent une coloration inquiétante. Il se demande si quelqu'un a pu pénétrer sur son exploitation avec l'intention délibérée de le compromettre. L'idée d'un sabotage cesse d'être une hypothèse marginale pour devenir une possibilité qu'il examine avec sérieux. Au même moment, Elodie affronte la solitude de la ferme. Les champs, autrefois rassurants, lui paraissent soudain exposés, presque hostiles. Elle gère les tâches quotidiennes mécaniquement, tout en étant envahie par une inquiétude constante. Les rumeurs circulent vite dans un milieu rural. Elle sait que la suspicion peut ruiner une réputation en quelques jours. Elle mesure la fragilité de leur projet commun, conscient que l'arrestation de Ludo ne constitue pas seulement un problème judiciaire, mais une menace économique et morale. Sa pensée revient sans cesse vers Pauline. Le refus de confirmer l'aveu de Léo lui semble incompréhensible. Elle s'interroge sur les motivations profondes de cette décision. Est-ce une question de loyauté, de peur ou d'intérêt personnel? Plus elle analyse la situation, plus elle réalise que la vérité ne dépend pas uniquement des faits, mais des alliances invisibles qui lient les individus entre eux. Au commissariat, Pauline vit elle aussi un moment de tension intérieure. Son témoignage a renforcé la position d'Alex, mais il a également placé sur elle une responsabilité lourde. Elle sait que ses paroles influencent le destin d'un homme. En niant l'existence d'un aveu, elle a choisi une ligne de conduite qui la protège peut-être à court terme, mais qui pourrait l'exposer à d'autres conséquences si la réalité venait à émerger autrement. Son calme apparent dissimule un conflit intime entre fidélité et conscience. Alex, de son côté, relie les rapports techniques et tente de maintenir une distance professionnelle. Il est convaincu que l'hypothèse d'un incendie volontaire reste solide, mais il ne peut ignorer l'absence de preuves irréfutables. Ludo ne correspond pas au profil d'un homme prêt à détruire son propre outil de travail sans autre solution préalable. Pourtant, les difficultés financières sont réelles, et l'opportunité d'une indemnisation conséquente pourrait constituer un mobile plausible. Cette ambivalence nourrit un doute discret qu'Alex refuse encore d'admettre pleinement. À Lyon, Hugo poursuit l'analyse approfondie des données extraites de l'ordinateur de Martin. L'identification du périphérique externe mentionné dans les métadonnées devient un axe central de son raisonnement. L'existence d'une clé USB régulièrement connectée, mais dont aucune trace directe ne subsiste sur le disque dur, suggère une volonté de compartimenter certaines informations. Baker comprend que la récupération de ce support pourrait éclairer les zones d'ombre entourant les activités professionnelles de Martin. Les deux enquêteurs établissent un lien hypothétique entre cette clé et les pressions implicites évoquées par Janson. Si des transactions sensibles ou des correspondances compromettantes y sont stockées, leur divulgation pourrait nuire à plusieurs acteurs. Cette perspective donne un relief nouveau à l'accident de Pablo. Ce qui paraissait d'abord isolé pourrait s'inscrire dans une logique de dissuasion ou d'intimidation plus vaste. Caroline, quant à elle, ressent un malaise croissant. Elle observe Pablo dormir, attentive au moindre mouvement, incapable de se départir de l'impression que l'accident n'était pas un simple hasard. Elle n'a pas encore connaissance des échanges autour de la clé USB, mais elle perçoit intuitivement que certaines vérités sont dissimulées.
L'idée qu'on puisse utiliser la peur pour obtenir quelque chose d'elle commence à s'installer, sans qu'elle puisse en définir précisément les contours. Dans un bureau discret, Janson et l'homme aux cheveux gris poursuivent leur coordination. Leur stratégie se précise. Créer une situation où Caroline, inquiète pour la sécurité de Pablo, sera incitée à coopérer sans contrainte directe. L'objectif n'est pas de l'affronter frontalement, mais d'exploiter son instinct de protection. Cette approche révèle une compréhension cynique des mécanismes émotionnels humains. La clé USB n'est plus seulement un objet, elle devient un levier psychologique. À mesure que les heures s'écoulent, les lignes se tendent davantage. Ludo, isolé, se prépare mentalement à une bataille juridique dont il ignore l'issue. Elodie se bat pour maintenir la ferme à flot tout en cherchant une faille dans le récit officiel. Pauline se débat avec un choix qui pourrait la hanter. Alex oscille entre certitude et prudence. Hugo et Baker s'approchent d'un secret potentiellement explosif. La convergence de ces trajectoires crée une tension qui dépasse les individus. Ce n'est plus uniquement une question de culpabilité ou d'innocence, mais d'équilibre fragile entre vérité, manipulation et loyauté. Chaque personnage avance dans l'obscurité, guidé par ses convictions et ses peurs, sans mesurer encore pleinement l'ampleur des forces qui s'affrontent en arrière-plan. La nuit s'installe définitivement, mais elle ne recouvre rien d'apaisant. Elle agit plutôt comme un voile derrière lequel se préparent des révélations susceptibles de redéfinir les alliances et de transformer les soupçons en certitudes. Au lever du jour, rien ne semble avoir réellement évolué, et pourtant tout a changé. La fatigue accumulée agit comme un révélateur des tensions invisibles qui se sont installées. Au commissariat, Alex relie une nouvelle fois les éléments du dossier Ludo. Les rapports techniques ne sont pas catégoriques, mais ils laissent suffisamment d'indices pour maintenir la pression. Il se surprend cependant à douter par instant de la linéarité de son raisonnement. Trop d'éléments reposent sur des absences, l'absence du flacon, l'absence d'un témoin direct, l'absence d'un aveu. Une enquête fondée sur des manques peut parfois masquer une vérité plus complexe. Ludo, toujours retenu, commence à ressentir l'usure morale de la suspicion. L'isolement agit sur lui comme un miroir grossissant de ses inquiétudes. Il se demande qui aurait intérêt à le voir tomber. Il n'est pas un homme de conflits ouverts, mais il sait que le monde agricole n'est pas exempt de rivalités silencieuses. La destruction de sa récolte et son arrestation pourraient profiter à d'autres. Cette pensée, d'abord vague, devient plus structurée à mesure qu'il analyse son environnement professionnel. À la ferme, Elodie lutte contre l'impression d'être encerclée par les doutes. Elle tente de maintenir l'exploitation en activité, mais chaque geste est accompagné d'une inquiétude persistante. Elle comprend que la survie du projet dépend non seulement de la libération de Ludo, mais aussi de la restauration de leur crédibilité. Elle repense à son accusation contre Léo Prévost et mesure le poids de ce choix. En désignant un autre suspect, elle a ouvert une brèche qui pourrait se refermer brutalement si aucun élément supplémentaire ne vient la soutenir. Dans le même temps, Pauline traverse une période de trouble intérieur plus profond qu'elle ne le laisse paraître. Son démenti a protégé Léo à court terme, mais il a également renforcé la position d'Alex face à Ludo. Elle ne peut ignorer la conséquence indirecte de ses paroles. Le silence qu'elle a choisi pourrait s'apparenter à une prise de position lourde de sens. Elle s'interroge sur la loyauté qu'elle doit privilégier, celle envers un homme qu'elle connaît depuis longtemps, ou celle envers la vérité telle qu'elle l'aperçoit réellement. À Lyon, Hugo et Baker poursuivent leur analyse des données informatiques avec une minutie accrue. La piste de la clé USB devient de plus en plus crédible à mesure qu'ils découvrent des références indirectes à des transactions non archivées sur le disque principal. Les horaires de connexion et certaines anomalies dans les correspondances électroniques suggèrent qu'une partie des activités de Martin échappait au circuit officiel. Hugo envisage la possibilité que cette clé contienne des informations susceptibles de compromettre plusieurs acteurs. Cette hypothèse donne un relief nouveau à la stratégie évoquée par Janson. Si la clé représente un risque, il devient logique qu'un plan soit élaboré pour la récupérer discrètement. Baker souligne que la manipulation psychologique envisagée repose sur une compréhension fine des peurs humaines. Exploiter l'angoisse d'une mère pour protéger son enfant constitue une approche redoutablement efficace. Hugo, en entendant cette analyse, comprend que Caroline pourrait se retrouver au centre d'un jeu dont elle ignore encore l'existence. Caroline, de son côté, ressent une inquiétude diffuse qu'elle ne parvient pas à nommer. Pablo semble aller mieux physiquement, mais son silence l'interpelle. Il ne parle pas spontanément de l'accident, comme si un élément lui échappait ou s'il hésitait à formuler un souvenir précis. Cette retenue alimente chez elle la conviction que quelque chose n'est pas clair. Elle commence à envisager que l'événement puisse avoir été provoqué, même si cette idée lui paraît encore difficile à accepter pleinement.
Au commissariat, Alex décide d'approfondir la piste alternative malgré le démenti de Pauline. Il convoque Léo pour un entretien informel, non pas sur la base d'un témoignage solide, mais pour observer ses réactions. Léo adopte une posture défensive mesurée, ni trop nerveuse ni trop assurée. Il nie toute implication dans l'incendie et minimise ses échanges avec Pauline. Alex perçoit une certaine prudence dans son discours, sans pouvoir identifier une contradiction flagrante. Cette ambiguïté maintient l'enquête dans un état d'équilibre instable. Ludo apprend que la piste Léo n'est pas totalement abandonnée, ce qui lui redonne un fragment d'espoir. Il comprend cependant que son sort dépendra d'éléments concrets, et non de simples soupçons inversés. La nécessité de retrouver le flacon disparu ou de démontrer l'existence d'une intrusion sur son exploitation devient cruciale. Il se promet de reconstituer mentalement chaque détail susceptible d'orienter les enquêteurs vers une autre hypothèse. À mesure que la journée avance, les différentes intrigues semblent converger vers un point de tension commun, la maîtrise de l'information. Qu'il s'agisse de la clé USB, des données professionnelles de Martin, des aveux supposés de Léo ou des circonstances exactes de l'incendie, chaque protagoniste détient une part de vérité fragmentée. La difficulté réside dans l'assemblage de ces fragments sans tomber dans le piège des interprétations hâtives. Janson, informé de l'évolution de l'enquête, insiste auprès de son complice sur la nécessité d'agir rapidement. Plus les policiers s'approchent des zones d'ombre de la société de Martin, plus le risque augmente. L'homme aux cheveux gris maintient sa stratégie, la pression indirecte reste la meilleure option. Il affirme que Caroline finira par comprendre ce qui est attendu d'elle si les circonstances sont habilement orchestrées. La tension atteint alors un niveau où chaque décision devient stratégique. Alex doit choisir entre renforcer les charges contre Ludo ou explorer davantage la piste externe. Elodie doit décider si elle poursuit son accusation au risque de perdre en crédibilité. Pauline doit vivre avec le poids de son silence. Hugo et Baker doivent identifier l'emplacement exact de la clé avant que d'autres ne l'atteignent. Caroline, sans le savoir, s'approche du cœur d'un jeu qui pourrait la contraindre à agir pour protéger Pablo. Ainsi, la situation ne cesse de s'intensifier. Les événements ne se succèdent plus simplement, ils s'entrelacent, créant un réseau complexe d'intérêts et de peurs. L'incendie de la ferme et l'accident de Pablo apparaissent désormais comme deux manifestations possibles d'une dynamique plus large où l'information constitue la véritable monnaie d'échange. La question n'est plus seulement de savoir qui a mis le feu ou si l'accident était volontaire, mais de déterminer qui contrôle les éléments susceptibles de renverser l'équilibre. Et dans cette bataille silencieuse, chacun avance avec ses propres certitudes, ignorant encore jusqu'où il devra aller pour préserver ce qu'il considère comme essentiel. À ce stade, l'affaire ne se limite plus à une simple confrontation entre un suspect et la police. Elle prend la forme d'un engrenage dont chaque rouage agit sur les autres avec une précision inquiétante. Au commissariat, Ludo montre des signes évidents d'épuisement. Les heures d'attente, les interrogatoires répétés et l'incertitude constante pèsent lourdement sur son moral. Pourtant, au milieu de cette fatigue, une détermination nouvelle émerge. Il refuse désormais de se percevoir uniquement comme un accusé. Il commence à réfléchir comme quelqu'un qui aurait été piégé. Cette évolution intérieure change subtilement sa posture. Il se souvient d'une camionnette aperçue non loin des parcelles quelques jours avant l'incendie, détail qu'il avait jugé insignifiant. Il évoque également un différend récent avec un fournisseur, lié à un retard de paiement. Rien de décisif, mais suffisamment pour ouvrir des pistes alternatives. Alex prend note sans exprimer d'enthousiasme excessif. Il comprend que la frontière entre l'instinct de défense et l'intuition authentique est parfois difficile à tracer. Pendant ce temps, Caroline ressent une pression grandissante, bien que personne ne lui ait encore adressé de menaces explicites. Elle observe Pablo avec une attention presque anxieuse. Elle remarque qu'il évite certains sujets et que son regard se trouble lorsqu'il évoque les secondes précédant l'accident. Cette hésitation nourrit chez elle l'idée qu'il pourrait avoir perçu quelque chose sans oser le dire. Elle tente d'aborder la question avec douceur, sans forcer, consciente que la mémoire traumatique se révèle souvent par fragments. À Lyon, Hugo et Baker franchissent une étape supplémentaire dans leur analyse. En croisant les horaires de connexion et certains transferts de fichiers, ils parviennent à isoler un créneau correspondant à une copie massive de données vers un support externe. Cette opération, réalisée peu de temps avant l'accident, suggère que Martin avait anticipé la nécessité de déplacer des informations sensibles. Hugo émet l'hypothèse que la clé USB contient des preuves susceptibles d'incriminer plusieurs partenaires commerciaux. Baker, plus pragmatique, insiste sur l'urgence de localiser physiquement cet objet avant que d'autres ne le récupèrent. L'enjeu informationnel devient alors central. Si la clé est en possession de Caroline ou d'une personne proche,
elle constitue un levier redoutable. Janson, informé de l'évolution des investigations, intensifie ses échanges avec l'homme aux cheveux gris. Leur stratégie repose désormais sur une escalade maîtrisée, accentuer l'inquiétude sans déclencher une réaction policière directe. Ils envisagent la diffusion d'un message implicite laissant entendre que la sécurité de Pablo pourrait dépendre d'une coopération discrète. Cette approche cynique exploite l'instinct de protection maternelle comme un outil stratégique. Au commissariat, Alex commence à percevoir les ramifications plus larges de l'affaire. L'incendie de la ferme, initialement perçu comme un acte isolé motivé par des difficultés financières, pourrait s'inscrire dans un contexte plus complexe. Ludo, malgré ses failles économiques, ne présente pas le profil d'un homme prêt à saboter son propre avenir. Cette réflexion n'efface pas les indices matériels, mais elle introduit une nuance dans son raisonnement. Elodie, de son côté, ressent le poids de la responsabilité. Elle comprend que son accusation contre Léo n'a pas produit l'effet escompté et que la crédibilité de son témoignage dépend désormais de nouveaux éléments. Elle décide de revisiter mentalement chaque interaction récente avec Léo, cherchant une phrase, un geste, un détail qui pourrait constituer un indice supplémentaire. Cette introspection la confronte à une réalité inconfortable. Il est possible qu'elle ait interprété une attitude ambiguë comme un aveu implicite. Pauline, quant à elle, se retrouve isolée dans son choix. Elle sait que son démenti a orienté l'enquête dans une direction précise. Si la vérité devait émerger ultérieurement sous une autre forme, elle devrait assumer les conséquences de son silence. Cette tension intérieure la pousse à reconsidérer ses priorités, sans pour autant modifier immédiatement sa position. La convergence des différentes intrigues crée une pression systémique. Chaque protagoniste détient une information partielle susceptible d'influencer l'équilibre général. Ludo apporte de nouveaux détails sur des présences inhabituelles autour de la ferme. Hugo identifie des traces numériques confirmant l'importance stratégique de la clé USB. Caroline presse une menace diffuse liée à l'accident. Janson et son complice affinent un plan visant à provoquer une remise volontaire du support informatique. Dans ce climat, la notion de vérité devient mouvante. Elle n'est plus un bloc unique à découvrir, mais un ensemble de fragments dispersés entre plusieurs acteurs aux intérêts divergents. La question n'est plus seulement de déterminer l'auteur de l'incendie ou la cause exacte de l'accident, mais de comprendre qui orchestre la circulation et la rétention de l'information. À mesure que la soirée approche, chacun ressent que le temps joue contre lui. Ludo craint qu'une décision judiciaire ne scelle son sort avant l'apparition d'éléments nouveaux. Caroline redoute une escalade invisible dont elle serait la cible indirecte. Hugo et Baker accélèrent leurs analyses, conscients que la fenêtre d'opportunité pour localiser la clé se réduit. Janson, quant à lui, estime que l'étape suivante doit être déclenchée rapidement pour éviter que les enquêteurs ne prennent l'initiative. Ainsi, la tension atteint un seuil critique où chaque action pourrait provoquer un effet domino. L'affaire, initialement centrée sur un incendie et un accident, révèle désormais un réseau d'intérêts imbriqués. L'information, plus que les flammes ou la tôle froissée, constitue le véritable cœur du conflit. La dernière phase de cette journée s'ouvre sur une impression de bascule imminente. Tous les éléments accumulés semblent prêts à produire une conséquence concrète, mais l'équilibre reste fragile, suspendu à des décisions qui pourraient tout faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Au commissariat, Alex reçoit enfin les conclusions plus détaillées des experts techniques. L'origine du feu ne permet toujours pas d'affirmer avec certitude un acte volontaire déclenché par un produit spécifique. Si l'hypothèse d'une accélération des flammes demeure plausible, aucun résidu direct ne vient confirmer l'usage précis de l'alcool à brûler acheté par Ludo. Cette nuance, bien que discrète, modifie subtilement la dynamique du dossier. Elle n'innocente pas formellement Ludo, mais elle empêche l'accusation de se solidifier de manière irréversible. Face à cette zone d'incertitude, Alex choisit de ne pas précipiter une décision qui pourrait s'avérer prématurée. Il comprend qu'un maintien prolongé en garde à vue sans preuve déterminante affaiblirait la crédibilité de l'enquête. Ludo est finalement libéré, non pas blanchi, mais remis en liberté sous surveillance, dans l'attente d'éléments complémentaires. Cette sortie ne constitue pas une victoire éclatante, mais elle marque un répit crucial. Ludo quitte le commissariat avec un mélange d'épuisement et de lucidité nouvelle. Il mesure à quel point sa situation reste précaire. Son nom demeure associé à l'incendie, et la suspicion ne disparaîtra pas d'un simple geste administratif. Pourtant, cette libération lui offre l'opportunité de reprendre l'initiative. Il comprend qu'il devra participer activement à la recherche de la vérité s'il veut restaurer son honneur. Elodie accueille cette nouvelle avec un soulagement mesuré. Elle sait que le combat est loin d'être terminé.
La ferme reste fragilisée, les assurances suspendues aux conclusions officielles, et les rumeurs continuent de circuler. Mais le simple fait que Ludo ne soit plus enfermé lui redonne une énergie nouvelle. Elle se promet de surveiller chaque détail, chaque mouvement suspect autour de l'exploitation. Parallèlement, à Lyon, Hugo et Baker parviennent à reconstituer une chronologie plus précise des transferts de données effectués par Martin. Les indices convergent vers l'existence d'un support externe contenant des informations sensibles liées à des transactions potentiellement compromettantes. Cette certitude technique renforce l'importance stratégique de la clé USB évoquée par Janson. Hugo comprend que le danger ne réside pas seulement dans le contenu de la clé, mais dans la volonté manifeste de certains acteurs de la récupérer à tout prix. Il envisage désormais l'hypothèse que l'accident de Pablo ait constitué une manœuvre d'intimidation destinée à accélérer un processus de restitution volontaire. Cette réflexion donne un sens nouveau au pressentiment de Caroline. Caroline, justement, commence à percevoir plus clairement les enjeux. Bien qu'elle ne dispose pas encore de toutes les informations, elle ressent que la sécurité de Pablo pourrait être utilisée comme levier. Cette intuition la pousse à adopter une posture plus vigilante. Elle refuse de céder à la panique et décide d'attendre des éléments concrets avant d'agir. Cette retenue constitue un obstacle majeur pour ceux qui espéraient exploiter son inquiétude. Dans l'ombre, Janson apprend que Ludo a été libéré et que l'enquête autour des activités de Martin progresse plus vite que prévu. Cette évolution l'inquiète. Le plan initial reposait sur une maîtrise du rythme des événements. Or, l'intervention d'Hugo et de Baker réduit sa marge de manœuvre. L'homme aux cheveux gris lui rappelle néanmoins que la stratégie psychologique reste valide, mais qu'elle devra être ajustée pour éviter d'attirer l'attention directe des enquêteurs. Ainsi, la conclusion de cet épisode ne résout rien définitivement. Elle redéfinit simplement les positions. Ludo retrouve une liberté fragile, mais demeure sous surveillance. Elodie conserve l'espoir de prouver son innocence, tout en doutant encore des silences de Pauline. Alex accepte de maintenir plusieurs hypothèses ouvertes, conscient que la vérité pourrait surgir d'un détail encore inaperçu. Hugo et Baker se rapprochent d'un secret numérique dont la révélation pourrait bouleverser l'ensemble de l'affaire. Caroline comprend que la protection de Pablo passe par la maîtrise de ses propres peurs. L'incendie de la ferme et l'accident de Pablo apparaissent désormais comme les premières manifestations d'un conflit plus vaste centré sur la circulation d'informations sensibles. La clé USB, objet discret en apparence, devient le symbole d'un pouvoir capable de renverser les rapports de force. La tension ne s'éteint pas avec la nuit. Elle se transforme, s'adapte, se prépare à une nouvelle phase. Chacun avance avec la conscience que les révélations à venir pourraient redessiner les alliances, exposer les manipulations et contraindre certains à choisir entre loyauté et survie.